Bonjour à tous. Pour le Zoom, aujourd'hui, je reçois Alexandra Henrion-Côte. Bonjour madame. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vais vous présenter, ça va être un peu long parce que vous avez de nombreux titres, mais je vais m'y appliquer. Généticienne, spécialiste de l'épigénétique, on en dira quelques mots. Ancienne directeure de recherche à l'INSERM, actuellement directeur de l'Institut de recherche Simplissima et également membre du comité éthique Île-de-France qui a été monté donc dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Est-ce que j'ai tout bon ? À peu près. Absolument. Alors, Alexandra Henrion-Côte, aujourd'hui, on va essayer de s'attacher au sujet qui inonde les médias depuis plusieurs mois, évidemment, cette pandémie de Covid-19. On en parle tous les jours sous de nouveaux aspects. On va essayer, pour commencer, de remonter aux origines, même si on les connaît toujours très mal. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. L'hypothèse du fameux pangolin, l'hypothèse de la chauve-souris, l'hypothèse également du laboratoire qui est situé donc à Wuhan, là où on a situé le centre du départ de l'épidémie, qui était aussi très proche de ce fameux marché aux poissons qu'on a ciblé. Alors pour commencer, on va y aller petit à petit. Que fait-on dans un labo P4, le fameux labo P4 de Wuhan? À quoi sert un labo P4? J'aime pas les acronymes, vous le savez. Donc ces laboratoires qu'on appelle P3, P4 sont des laboratoires dont le niveau de précaution de sécurité va être croissant en fonction du nombre. C'est-à-dire plus le nombre est élevé, c'est-à-dire le P4 étant le plus élevé, plus les précautions, les systèmes de sécurité pour les personnes qui travaillent dans le laboratoire vont être élevées. Voilà, donc ça c'est... Et évidemment, on imagine que c'est en correspondance avec le matériel qui est manipulé, le matériel génétique, virologique. Voilà, le but étant de limiter la dangerosité des expériences qui y sont faites pour ceux qui travaillent dans ces enceintes-là. Et pour ceux qui sont autour aussi. Bien sûr. Parce qu'effectivement, il y a des systèmes de ventilation, de pression dans les différentes pièces qui visent à ne pas propager un virus qui pourrait sortir de là. Voilà. Après, toute enceinte, tout château fort a des failles qui sont des failles humaines. Et il n'existe pas de château fort inviolable. Et on a vu l'expérience après avoir critiqué le laboratoire P4 de Wuhan en France, à Lyon, où en fait un SDF a été retrouvé à l'intérieur de l'enceinte parce qu'il y avait trouvé un certain refuge où il était plus au calme. Il était parvenu en tous les cas à y pénétrer. Alors, si on prend l'hypothèse pangolin-chauve-souris, c'est ce qu'on appelle la zoonose, la progression entre guillemets du virus qui peut passer de l'animal à l'humain. On sait que ça existe, c'est possible. Oui, oui, absolument. C'est un virus. Le coronavirus fait partie de ces virus dont on a vu qu'il pouvait passer de l'homme, du chameau à l'homme, du chat à l'homme. Et globalement, il circule beaucoup, par exemple, chez la chauve-souris, chez le furet, et puis aussi le fameux petit pangolin. Voilà. Alors, il a eu bon dos, le pangolin. On a vu aussi qu'il y avait d'autres théories, d'autres hypothèses. C'est d'ailleurs ce qu'a mis en avant le professeur Montagnier. On en a beaucoup parlé, puis plus du tout. C'est l'hypothèse d'une manipulation génétique. Alors, on imagine bien que dans ce type de laboratoire de haute sécurité, je vais essayer d'éviter les acronymes, moi aussi, on y manipule notamment des vaccins dangereux, évidemment. Est-il donc possible d'imaginer, là encore on imagine, est-il du domaine du possible que le Covid-19 soit issu d'une manipulation génétique? Alors, tout d'abord, Élise, je vous trouve bien curieuse. Parce que les scientifiques, on a l'impression qu'on a complètement déserté
ce niveau-là d'investigation, que pourtant Didier Sicard disait il est très important que nous ayons une piste à peu près solide sur l'origine de ce virus. Mais alors ça, c'est tombé complètement aux oubliettes. Et donc, je suis très contente que vous en reparliez, parce que je pense que c'est important, parce que aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à vos questions. Quelle est l'origine de ce fameux virus? Première hypothèse, celle d'une survenue naturelle de mutation dans un coronavirus qui aurait évolué et qui aurait donné ce fameux SRAS-CoV-2. Ça, c'est une première hypothèse et qui aurait donc infecté des animaux et qui serait passé à l'homme. Deuxième possibilité, quand on regarde la séquence du génome de ce virus, on est immédiatement interpellé par l'existence de petites séquences qui sont un petit peu comme des petites signatures d'autres séquences qu'on connaît par ailleurs et qui confèrent des fonctions, qui donnent la possibilité à la machinerie des cellules de faire des choses avec ce fameux virus. Parce qu'un virus, c'est pas un être vivant. S'il est tout seul et qu'il bouge pas, il n'est pas capable de se répliquer. Il a besoin de vous infecter pour pouvoir être répliqué. Donc, il a besoin de votre machinerie cellulaire. Et là, ce qui est intéressant avec le SRAS-CoV-2, c'est que l'existence, il y a une petite séquence, pour moi, entre S1 et S2, qui est unique au SRAS-CoV-2. Dans l'alignement qui peut être fait sur tous les coronavirus dans toutes les espèces animales et humaines donc on pourrait se dire c'est arrivé par hasard, c'est un nouveau virus. D'abord, il est arrivé très miraculeusement à la jonction de deux segments de protéines S1, S2. Donc là, c'est déjà l'endroit est quand même particulier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est entre deux messages. Et donc, si jamais je donne une fonction entre ces deux messages, je vais pouvoir, par exemple, faire une coupure, ce qui est le cas, qui, du coup, donne à la capacité... Coupure tombe bien. La coupure tombe bien. Voilà, la mutation est opportune. Et qui plus est, à la limite, on pourrait se dire c'est par hasard, c'est tombé dedans. Mais l'autre chose qui est vraiment étonnant si on pense à une évolution naturelle, c'est qu'elle donne une fonction chez l'homme d'être reconnu par la machinerie humaine et justement, du coup, d'être possiblement répliqué. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on ne peut jamais exclure une évolution naturelle, mais véritablement, quand on regarde la séquence, ce qu'il y a de plus probable, c'est quand même un engineering, une manipulation que l'homme aurait fait pour créer des fonctions. En tout cas, il ne se serait pas pris autrement. Alors, qu'on comprenne bien, donc, il est possible que ça vienne de mutations qui viennent de l'animal. Il est aussi probable, voire plus probable, que ce soit issu d'une manipulation humaine. Pour autant, cela ne signifie pas que la manipulation humaine avait pour but de créer une pandémie mondiale, comprenons-nous bien. C'est exactement cela, et c'est pour ça que j'aime pas trop parler de l'origine du virus, puisqu'on est encore au stade de supputation, et que des façons de sortir d'un virus, elles peuvent être quand même multiples, même dans des laboratoires P4, parce que, encore une fois, l'erreur est humaine, et nous l'avons vu à Lyon. Et quand on arrive à avoir un SDF à l'intérieur d'un laboratoire, on peut imaginer qu'un virus se faufile à l'extérieur. Une étudiante, peut-être en phase en doctorante ou autre, ou même quelqu'un de plus expérimenté, fatigué, des erreurs peuvent être commises. Et je peux vous dire que des animaux génétiquement modifiés sont sortis de nos enceintes de laboratoire, alors même qu'on avait des enceintes qui devaient ne pas permettre qu'ils s'en échappent. Mais voilà, l'erreur étant humaine, c'est quelque chose qui est envisageable. Alors, on a jeté
beaucoup le discrédit sur la Chine dans cette pandémie, en les accusant justement de ne pas faire preuve de suffisamment de précautions dans le laboratoire. Alors vous voyez, on voit avec votre exemple à Lyon que visiblement on pourrait se faire les mêmes critiques en France. Quel est le regard que vous portez justement sur la Chine, qui je crois va multiplier ses laboratoires sur son territoire? Oui, alors ça c'est... Alors le regard sur la Chine, c'est que déjà les scientifiques chinois et les dits experts n'ont pas joué le jeu. N'ont pas joué le jeu de la transparence, ont indiqué des chiffres qu'aujourd'hui on sait qu'ils ne pouvaient pas être vrais. À nouveau, personne n'en parle sur le fait que quand même on a eu une fausse communication de la Chine. Et c'est ces mêmes experts qui, lorsque le virus arrive en Europe, en Italie, arrivent immédiatement au chevet des Italiens en disant rassurez-vous, nous savons gérer. Donc première chose, déjà, vous ne faites aucune autopsie. Alors ça c'est curieux parce qu'effectivement lorsqu'un nouveau virus arrive qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas quelle est la menace en fait, mais qu'on a le premier patient qui meurt du virus, on se dit oula, donc ça peut faire mourir les gens, donc logiquement on va mettre en place un protocole d'autopsie complète des patients en prenant toutes les précautions nécessaires. Mais sauf que là ils se sont fait véritablement, je vais utiliser un gros mot, enfumer et non, je vois pas d'autres mots possibles, et ils ont obtempéré à ces recommandations qui leur étaient de surtout pas faire d'autopsie. C'est bien regrettable parce que on aurait, dans la prise en charge, évité beaucoup de morts, notamment en France, parce qu'on aurait compris pourquoi les patients suffoquaient, on n'aurait pas tout mis la charge au niveau pulmonaire, mais compris qu'en fait c'était vasculaire et qu'il fallait apporter toute une réflexion anticoagulante, ce qui nous a été dit de surtout pas faire aussi. C'est comme les corticoïdes aussi, on nous a expliqué qu'il fallait pas en prendre. Les corticoïdes, il fallait pas en prendre et qu'en fait, exactement. Voilà. Donc on a vraiment, c'est assez intéressant parce que finalement toutes les solutions qui auraient permis quand même de réduire la mortalité, il y a eu dans les réseaux sociaux, etc., toute une abondance de communication en disant surtout vous prenez pas d'aspirine, d'ibuprofène. Alors l'aspirine, il faut se demander si en fait il n'était pas judicieux de prendre de l'aspirine de fait dans les buts de l'infection. Donc voilà, donc c'est quand même voilà, et puis surtout la gravité de n'avoir attendu que je crois que c'est à peu près mars pour réaliser les premières autopsies et se rendre compte de la façon dont nous avions, voilà, dont la façon d'agir du virus et du coup la prise en charge médicale qui devait être du coup définie par rapport à ces autopsies. Donc ça, c'est encore un scandale dont je crois personne n'a parlé, ou enfin ça semble pas grave, alors qu'encore une fois, quand un nouveau virus arrive, tout de suite on dit, bon, vu que la salle d'attente est pleine, je vais regarder d'abord de quoi le patient est décédé, et voilà. Alors, vous l'avez dit, au niveau des traitements, on n'a pas non plus fait preuve d'une fulgurante perspicacité, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu beaucoup de débats, notamment avec les préconisations de Didier Raoult, le professeur Raoult, donc de l'IHU Méditerranée à Marseille, qui préconisait la fameuse hydroxychloroquine couplée à l'azithromycine, donc. Mais on a très peu parlé, finalement, on a parlé des facteurs de comorbidité pour les gens qui mouraient du Covid-19, mais on a très peu parlé finalement de la nécessité d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être en bonne santé. Ça tombe pourtant sous le sens, mais les défenses immunitaires, de fait, fonctionnent mieux quand on est en bonne santé à la base. Ouais. Et puis on a eu aussi insuffisamment parlé de l'âge médian des décès, qui était quand même 80-81 ans, ce qui est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est quand même un âge finalement équivalent à l'âge des décès attendus. L'espérance de vie. À l'espérance de vie. Donc, et je ne comprends pas ça non plus. Pourquoi est-ce que personne n'en a parlé? C'est que finalement, les décès, dans la grande majorité, il faut dire qu'on a pu faire confiance aux EHPAD aussi pour remonter considérablement l'âge des décès. Je ne sais pas si les décès des EHPAD étaient pris en compte comme Covid-19 ou pas Covid-19. Donc, il faut voir aussi au niveau comptabilisation. De fin mars, je crois. À partir de fin mars. Donc, vous voyez, voilà, du coup, et du coup, dans l'absence de soins qu'ils ont reçus, ou
ou la raréfaction, on va dire, de soins, et notamment affectifs, et on sait comme l'affectif est important pour les défenses immunitaires, c'est difficile de faire sa comptabilité là-dedans. Vous parliez du système immunitaire, et c'est un point absolument central, à mon avis, de toute cette crise. Pas crise Covid. Qu'est-ce qui est important? C'est quoi être en bonne santé? En fait, c'est que nous avons, quand nous sommes en bonne santé, nous avons la capacité de faire face à peu près tout virus, tout bactérie pathogène, et nous avons le système de défense qui nous a été donné pour le combattre. Et ce système immunitaire, c'est finalement un capital santé qui nous est propre. Et qui s'entretient. Et qui s'entretient en faisant du sport, hein, donc en évitant d'être confiné pendant 2 mois, en ayant une bonne aération, une bonne oxygénation, c'est-à-dire en évitant de mettre des masques, en ayant une bonne alimentation, c'est-à-dire en ayant la liberté de sortir, acheter tout ce dont on a besoin là où il le faut, pour avoir la diversité alimentaire qu'il nous faut. Vous voyez déjà ce que je viens d'énumérer, sur 3 points, c'est à peu près le contraire. On a le contraire, et donc on est là en définition même d'être en diminution du système immunitaire. Autre chose qui diminue fortement le système immunitaire, le stress. Plus, si je vous mets à nouveau en quarantaine dans une chambre de ce studio et que je vous fais peur à longueur de temps et qu'après je vous sors de ce studio, je vous garantis que votre système immunitaire a été affaibli et que vous risquez de tomber malade, non pas parce que vous étiez avec un facteur de comorbidité, mais véritablement parce que vous avez affaibli vos chances de combattre normalement le virus ou la bactérie. Et puis l'autre aspect, c'est que ces virus et bactéries peuvent venir de l'extérieur, mais ils viennent souvent aussi de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on crée des déséquilibres dans notre flore bactérienne ou virale qui font que, en fait, tout d'un coup, on va devenir malade. Alors, Alzheimer a même une piste de cette petite bactérie qui est déséquilibrée au niveau de la bouche et qui, du coup, monte dans le cerveau. Donc, vous voyez l'importance d'une bonne aération de la bouche pour éviter ces déséquilibres qui peuvent se créer et éviter des Alzheimer, des diabètes et autres maladies qu'on nous dit chroniques. Alors, je comprends ce que vous m'expliquez, mais on a l'impression que tout cela, c'est dans le monde idéal, avant crise, que finalement, tout ça, c'est de la prévention, mais que quand on est un peu au pied du mur, il y a quand même des moyens de protection à mettre en place. Et je pense évidemment au masque. Si on n'est pas évidemment obligé de courir avec un masque comme on peut le voir parfois dans la rue. Ou de conduire avec un masque. Ou de conduire avec un masque quand on est tout seul dans sa voiture. On peut peut-être considérer que les endroits effectivement surchargés en personnes, où l'aération ne se fait pas très bien, on peut considérer que les risques de contamination sont plus élevés et que la balance bénéfice-risque, là encore, penche peut-être davantage en faveur du masque, puisqu'on va le porter une demi-heure dans la journée. Alors, vous avez donné dans votre question les éléments de la réponse. Vous avez dit quand on est au pied du mur. Alors, je vous pose la question, Élise, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes au pied du mur ? En tous les cas, il semblait que le pays l'était au moment du 17 mars. Oui, mais là, on est d'accord qu'on est aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on a l'avantage d'être aujourd'hui, ce qui fait que nous avons les chiffres et les observations de ce qui nous a précédé. Et donc, nous avons un petit peu plus de vision sur la prise en charge médicamenteuse qui finalement, où on voit que le cocktail d'un macrolide, d'une antibiotique macrolide de type azithromycine, de zinc et pourquoi pas, pour dire un gros mot, de plaquenil, a quand même un effet notable sur les patients lorsqu'il est donné au début de l'infection. Donc,
Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait quand même globalement traiter les cas de Covid. Deuxièmement, qu'il y a une raréfaction des cas de Covid, même si par les tests, on en diagnostique de plus en plus. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que nous sommes toujours dans une épidémie. Si vous regardez ces courbes et ces dynamiques que je vous montre et qui sont vraiment très intéressantes, elles nous donnent justement cette dynamique et cette évolution. Qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent le temps de doublement de morts. C'est-à-dire combien de temps il va me falloir pour que je double le nombre de morts. Alors ça va être 5 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, et c'est de plus en plus espacé. On s'aperçoit de quoi? Que vous voyez que tous les pays, la plupart des pays, en tout cas européens, ont l'épidémie a cessé. Donc vous voyez cette chute verticale nette qui montre que l'épidémie a cessé. Autre point intéressant, c'est que vous remarquez aussi que la pente est en train de diminuer. C'est-à-dire que dans les pays où le Covid sévit encore, comme l'Inde, le Brésil, eh bien, la pente est en train de diminuer. Ça veut dire qu'il faut de plus en plus de temps pour avoir un doublement des morts. Ça veut dire que le virus est en train, au niveau mondial, de perdre aussi en force. Donc dans nos pays, il n'y a plus. Dans certains pays, il y a encore, mais visiblement, on n'est plus sur les mêmes épisodes que précédemment, et en mort confirmée. Alors, est-ce que c'est parce que le virus perd en force, ou est-ce que c'est parce que nous savons traiter le Covid? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ou est-ce qu'il a cette fameuse saisonnalité? Où est-ce qu'il a cette fameuse... alors, saisonnalité, je n'ai pas vu. C'est peut-être pas le mot adéquat. Voilà, pour moi, saisonnalité, je l'ai entendu dans les médias. Je me suis dit, mais d'où est-ce que ça sort? Parce que ce qui a été montré, c'est depuis le début, par des différents articles et différentes méthodologies, donc c'est de façon intéressante, pour une fois consensuelle, c'est qu'il y avait un effet de la température sur la phase le début de l'infection du virus dans une population. Autrement dit, on a là une explication au fait que dans l'hémisphère sud, globalement, alors qu'on était en plein été, finalement, quand l'infection est arrivée, donc avec des températures très élevées, eh bien, le virus a occasionné beaucoup moins de morts. Et ce n'est pas le système hospitalier, ce n'est pas... mais c'est véritablement l'effet température dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, certains pays les îles Maurice, la Réunion, ont bénéficié. Après, à Mayotte, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Ils ont confiné. Alors ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça a créé beaucoup plus de morts qu'il n'y aurait dû en avoir. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes confiné sous une tôle ondulée dans une case et que vous n'avez plus le droit de sortir, bien effectivement, là, vous diminuez fortement vos résistances et votre... Confiné en sauna, oui. Oui, confiné en sauna, ça n'a jamais été bon. Donc c'est un mode de vie où on est habitué à sortir. Ça m'amène à quoi? Ça m'amène au fait que sur cette gestion de crise, je ne comprends pas d'abord pourquoi on en fait autant alors qu'on peut raisonnablement se mettre à douter du mot même de pandémie quand on voit que finalement au niveau mondial, à mois équivalent sur les autres années, nous n'avons pas assisté à la surmortalité qui est attendue par une pandémie. Nous sommes aujourd'hui à 650 000 morts dans le monde, si j'en crois les chiffres. On peut penser aussi que le confinement qui a été pratiqué assez généralement a évité d'autres morts. Je pense ça, pour le coup, aux accidents de la route, basiquement, etc. Oui, ça, vous avez raison. Vous avez raison que pendant longtemps, mais je pense aussi qu'il y a eu une surmortalité pour le coup, et ça on le sait. Pour les chroniques, les maladies chroniques. Maladies vasculaires, beaucoup d'arrêts cardiaques, parce que justement, ou de cancer, parce qu'il n'osait plus se faire traiter, il n'osait plus aller à l'hôpital. Donc on a des effets, on en a dans tous les sens qui, à mon avis, se neutralisent les uns les autres. C'est-à-dire que oui, c'est éminemment complexe, mais en tout cas, on s'en fiche. L'idée, c'est de regarder, at the end of the day, à la fin de la journée, est-ce qu'on a eu une surmortalité ou pas? Elle n'est pas notable. Donc voilà. C'est pas la grippe espagnole, en tout cas, pour le moment. Mais c'est pas pour le moment, parce qu'en fait, je vous arrête, pardonnez-moi, mais c'est pas pour le moment, parce que vous voyez bien ces courbes que je vous ai montrées, c'est plus pour le moment.
On arrête. Alors quand on est en train de nous dire il y a des scientifiques qui disent qu'il va y avoir une deuxième vague. Alors moi j'aimerais bien les confronter sur ce plateau ou sur n'importe quel autre plateau, ces scientifiques, parce qu'une deuxième vague qui suit une première vague d'une épidémie qui a la forme d'une cloche. Et qui fait une deuxième cloche dans la foulée, personnellement, je n'en ai pas rencontré. J'ai cherché, je n'en connais pas. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais vraiment, j'ai cherché beaucoup. Donc, en fait, ce qui existe en revanche, c'est qu'à des temps espacés, il puisse arriver d'avoir une autre petite courbe. Et en général, ces courbes-là voilà, sont des courbes bien moins importantes que précédemment et beaucoup plus limitées en géographie que les premières courbes. Donc, il faut arrêter avec cette idée de deuxième vague. Et donc, ce qui veut dire que quelle est l'indication, face à tout ce que je vous ai dit, de mettre un masque à une population qui a déjà eu son système immunitaire affaibli pour les raisons que je vous ai citées, notamment de ne pas finalement rencontrer d'autres personnes, donc finalement d'avoir cette espèce d'échange permanent qu'on a de nos bactéries, de nos virus, etc., qui est un flux naturel, qui est un flux même vital. On le voit chez le petit enfant qui, dès sa naissance, par les voies basses, il va se prendre une explosion, une bombe littérale. Bactériologique. Il a une attaque bactériologique. Et après ça, il a d'autres attaques bactériologiques. Si en plus il est mis au sein ou même avec les biberons, on essaye de stériliser, etc. Mais enfin, il a plein d'attaques bactériologiques. Et comme si c'était pas assez, de toute façon, dès qu'il va pouvoir avoir manger de la terre, il va manger de la terre, manger les clés, pardonnez-moi, et etc., etc. Donc en fait, il va porter à la bouche tout un tas de... C'est pas parce qu'il a des tics, c'est pas parce que c'est un grand malade de l'oralité, parce qu'il les tête pas, vos clés, votre trousseau de clés, il le suce. Donc on voit bien là qu'il s'expose. Alors je ne dis pas donner des clés dégoûtantes à tous vos petits bébés, mais on voit bien quand même qu'on a ce besoin. Et la personne âgée, de la même façon, elle a ce besoin. Je ne connais pas vraiment de personnes âgées qui n'aiment pas qu'on leur prenne la main longtemps. Je ne sais pas, alors j'imagine qu'il se passe quand même beaucoup de choses par le toucher, mais je pense qu'il y a aussi cette espèce d'échange dont ils ont besoin. Ils ont besoin physiquement pour leur état, leur bien-être, et l'hypothèse est lancée, et pourquoi pas pour aussi enrichir leur bactériome parce qu'ils ont moins de rencontres avec l'extérieur. Donc voilà, c'est assez paradoxal parce que c'est au moment où on découvre toutes les merveilles du fait que vous êtes plus de bactéries que de cellules humaines et l'importance de cette richesse qui est votre, on dit microbiome, c'est l'ensemble de toutes vos petites bestioles, et on découvre toute la richesse et l'importance, et paradoxalement, c'est le moment où on dit, on va appauvrir ça en vous collant un mouchoir, et moi j'aime bien dire, Élise, et si avant cet épisode de folie collective qui nous mène dans le mur d'une économie abîmée colossalement en profondeur, je vous avais dit, prenez un mouchoir, certains mouchoirs, parce que vous êtes gentille, complaisante. Et obéissante. Je ne sais pas si vous l'étiez à l'époque. Maintenant, vous l'êtes devenue, ça c'est certain. Et je vous dis, crachez 2-3 fois sur votre mouchoir. Et là, je vous dis, maintenant, vous le gardez pendant 2-3 heures là, sur votre nez. Est-ce que vous l'auriez fait ? Vous ne l'auriez pas fait et vous seriez dit, elle est dingo celle-là. Et moi, je vous aurais dit, c'est pour vous protéger que je vous dis de faire ça, parce qu'il y a la tuberculose qui sévit, et effectivement, la tuberculose sévit à nouveau dans nos pays, parce que par l'arrivée des migrants qui ont des politiques vaccinales toutes différentes, il y a des recrudescences de tuberculose, 1,5 million de morts de tuberculose contre 600 000 morts du Covid. On n'entend pas parler de la tuberculose. La tuberculose est hautement contagieuse. Donc, eh bien, vous ne l'auriez pas fait. Vous ne l'auriez pas fait par votre bon sens. C'est-à-dire que vous auriez su que je vous racontais quelque chose de bizarre qui allait vous déséquilibrer sans que vous sachiez exactement quoi.
Et voilà, et en fait, ça appelle à votre bon sens, c'est-à-dire qu'effectivement, les petites mailles des masques qu'on utilise, d'ailleurs, il est bien marqué sur chaque boîte de masque qu'elles ne protègent pas du tout du Covid. Non, regardez, ce soir en rentrant chez vous, si vous avez une boîte, regardez donc, je vous invite. C'est parce qu'effectivement, les mailles sont tellement énormes qu'elles laisseraient passer des centaines de milliers de particules de virus, de coronavirus. Donc voilà, on a... Alors j'ai cru comprendre que vous étiez sceptique sur les masques. J'ose imaginer que vous êtes d'autant plus sceptique sur les masques contre le Covid-19, lorsque c'est utilisé comme il le faut, au moment où il le faut, par une population qui sait l'utiliser, etc., etc. Donc j'étais une des premières à dire que et le masque dans les pays asiatiques, ça avait permis de freiner. Pourtant, ils n'avaient pas confiné. Donc ça dépend. En fait, à chaque fois, vous voyez, le confinement à Mayotte, ça a été une catastrophe. Donc en fait, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que notre population, elle est tactile, elle a tendance à mettre la main au visage, ou elle a un rapport au corps plutôt froid. Nous sommes des latins, et donc nous portons nos mains au visage parce que nous parlons avec nos mains, et du coup, nous touchons tout le temps notre masque, et donc quand nous touchons notre masque, nous faisons un espèce de bouillon de toutes nos mauvaises bactéries et virus que nous avons exhalés, qui auraient dû être dilués dans l'air et qui sont là concentrés et que je vous colle partout sur le plateau. Donc moi, j'appelle juste à un usage intelligent de chaque objet. Donc je ne suis ni un anti-vax, ni un anti-masque. Je suis pour une évaluation des moyens adaptés et tenant compte de la culture et de la façon de vivre des gens. Et de la situation présente. Et de la situation, évidemment, du climat, de la température, de tout un tas de choses. Alors parlons, vous l'avez déjà sous-entendu, parlons évidemment de la question vaccinale, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de vaccins qui viennent tout juste de naître, alors que l'épidémie de Covid-19 finalement a fait naître un virus qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois. On a déjà des vaccins qui commencent à circuler et qui commencent à être testés. Il y en a au Brésil, il y en a également en Afrique du Sud. Quel regard portez-vous là-dessus ? Un regard terrifié. Terrifié pour plusieurs raisons. Elles sont nombreuses, les raisons. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans la foultitude de raisons. Alors, il y a peut-être un premier aspect par lequel j'aurais dû commencer, si je peux me permettre. C'est une étude dont vous m'avez parlé notamment avant de commencer cet entretien, qui mettait en avant la question du vaccin contre la grippe notamment, mais aussi contre la méningite, dans certains secteurs de l'Italie, qui laissent transparaître des éléments troublants. Oui. Et je pense que c'est toujours intéressant d'essayer d'avoir des hypothèses sur tout. Donc l'hypothèse sur l'histoire, l'origine du virus, vous l'avez traité, mais l'hypothèse concernant la surmortalité dans le fait qu'une région du nord de l'Italie, qui est une région hautement avancée sur le plan, enfin très comparable, on va dire, à une ville comme Paris, et on compte les 2/3 des décès de toute l'Italie. Donc là, c'est vrai que ça doit alerter. Alors, est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus âgés dans cette région-là que dans d'autres régions? En fait, tout cela coexiste. Hein, quand je vous dis est-ce que il y a une surpollution, ils sont plus âgés. C'est la zone de Bergame, si je ne me trompe pas. C'est la zone de Bergame. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des origines ethniques particulières, étrusques, avec des facteurs de coagulation des haplotypes différents, ça existe aussi. Est-ce que il y a un lien lorsqu'on a, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand on a parlé du lorage cytokinique. Lorage cytokinique, c'est un bien grand mot pour dire qu'en fait, il y a le système immunitaire part en explosion, exactement, et on arrive à un orage cytokinique, typiquement quand on fait une interférence virale. C'est quoi une interférence virale? C'est que y a des virus ou des bouts de virus qui vont se rencontrer au sein d'un même organisme.
Et là, il y a une espèce de phénomène d'amplification, un peu comme l'inflammation est délétère. Et bien là, peut être délétère, parce qu'elle fait aussi partie du processus de cicatrisation. C'est cette inflammation, amplification de la réponse peut être délétère. Et donc, en fait, c'est Italiens du Nord. L'OMS avait regretté en 1980, je crois que ils ont publié en 99 et que leurs études dataient de 95, que l'Italie du Nord ne se faisait, étaient des méchants étrusques récalcitrants qui ne se faisaient pas vacciner contre la grippe. Et cette année, alors là, il y en avait plein les médias, ils étaient extrêmement contents parce qu'ils avaient eu 185 000 doses, ils avaient vraiment vacciné à un très haut niveau la population des plus de 65 ans en Italie. Ça, c'était en fin octobre. Vous pouvez trouver tout cela. 2019. 2019. Et puis, en janvier 2020, là, on leur dit, oh là là, il y a des cas de méningite qui arrivent. Donc, bam, à nouveau, vous vous faites vacciner contre la méningite. Et là, finalement, simultanément, puisque d'après le docteur, alors je ne me souviens plus de son nom, le docteur Remuzzi, qui est co-auteur quand même d'un récent article dans Lancet, lui dit que le virus on pourrait parler déjà... d'Ancet aussi, du coup, maintenant. Le virus sévissait déjà depuis octobre 2019, vu les spécificités de la pneumonie clinique qu'il a pu analyser. Eh bien, donc vous voyez un petit peu cette population âgée qui se retrouve dans un contexte idéal d'interférence virale. Et là, plus forte raison que personne n'a jamais nié finalement que quand on administre un vaccin, il fallait le faire sur un organisme sain. En bonne santé, exactement, même si on a tendance à l'oublier. Ou de la même façon, lorsque vous avez été vacciné, il est important que vous ne rencontriez pas un virus dans la foulée parce que vous avez ce même phénomène qui peut survenir. Et il y a cette étude donc, dont vous parlez, qui est effectivement très intéressante, de l'armée américaine, qui a repris plusieurs milliers de patients non vaccinés et vaccinés, et qui a regardé finalement la survenue d'infections respiratoires, autres que la grippe. Moralité, lorsqu'on regarde ces études, on doit au minimum discuter sans plus attendre de l'indication qu'il y a à vacciner notre population âgée cette année, où on sait que le Covid circule encore, même si l'épidémie dans son cycle est terminé, le virus circule encore, parce que sinon on a une chance, d'après ces études, d'augmenter 1,5 fois à 2 fois la possibilité d'avoir certaines infections respiratoires, et notamment véhiculées par le coronavirus. Donc, vous voyez, ça fait partie de ces choses que j'aimerais voir discuter. Parce que, évidemment, personne n'a la solution, ni moi, ni personne. Mais au minimum, on doit en discuter pour rapporter peut-être des éléments de la littérature que les uns ou les autres, auxquels les uns et les autres sont confrontés. Donc, cette année, effectivement, il est important de questionner, après le vaccin contre le Covid même. Vous le voyez bien, c'est une aberration que de développer dans une urgence absolue un vaccin contre un virus en moins de 6 mois, parce qu'en vérité, on est sur du moins de 6 mois, sans être certain de ne connaître aucun des effets secondaires potentiels assortis à ce vaccin. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y ait des effets secondaires à un vaccin ? La réponse est oui, il y en a toujours. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez une réponse vaccinale, immunitaire. Il y en a toujours. Donc il ne faut pas dire que c'est neutre sur un organisme. C'est pas le but d'ailleurs. C'est pas le but. Et d'ailleurs, ça ne le fait pas. D'ailleurs, certaines fois, vous avez de la fièvre, certaines fois, vous allez avoir des nausées, des vomissements, des crises d'épilepsie, différents aspects que l'OMS décrit formidablement dans toutes ses mises en garde sur les vaccins. Et donc là, développer dans une urgence
urgence absolue, vous vous vaccinez sans connaître les effets. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, on va tester sur des populations qui veulent bien se faire vacciner. Qui va lever le doigt en disant, moi, s'il vous plaît, moi, s'il vous plaît? Pas moi. Pas vous. Et a priori, pas beaucoup de pays. Et donc, l'horreur fait que on a choisi arbitrairement l'Afrique du Sud pour mettre en place une vaccination de force dans des centres tenus secrets. Et donc, il y a des mouvements d'étudiants qui s'insurgent, mais qui sont évidemment réprimés, pour dire, mais pour dénoncer le fait qu'ils sont véritablement utilisés comme des cobayes. Et il n'y a pas d'autre façon de traiter l'affaire, puisque, effectivement, on ne connaît pas l'historique sur ce vaccin. Alors, l'habillage est de dire, on va sauver, justement, pour une fois, on va leur donner accès en priorité à la science occidentale. Alors là, c'est d'une hypocrisie qui me fait vomir, pardonnez-moi, mais c'est épouvantable. C'est d'un cynisme mercantile effroyable, et je retiens mes mots, parce qu'effectivement, voilà, je me sens un de ces Sud-Africains à qui j'ai rien demandé et on est en train de me faire ça. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? La courbe, elle est effectivement, l'épidémie sévit là-bas, mais elle est assez plate, c'est-à-dire elle laisse à penser qu'on va redescendre très logiquement, très naturellement, comme dans 100% des pays où il y a eu le Covid-19. Il n'existe pas de pays où on est continué l'épidémie est continuée à flamber bien longtemps. À chaque fois, il y a cette même courbe qui... Donc voilà, vous voyez, ça c'est un premier niveau de danger. Le deuxième, comme le Covid a sévi d'une façon aussi à circuler chez les patients sans créer véritablement de symptômes, c'est-à-dire ce fameux asymptomatique, ce qui veut dire que globalement j'ai pas trop l'air malade, eh bien pas de souci, vous pouvez me tousser dessus. Non, je me permettrai pas. Mais j'ai pas le Covid. Non, je crois pas. Mais, par rapport à la fameuse, je suis en bonne santé. Non, mais voilà. On va faire des soirées pyjama tous. Exactement, pyjama party. L'exposition. Alors, du coup, je me suis un petit peu perdue. C'est ma faute. Non, c'est pas de faute. L'exposition des asymptomatiques au Covid est réelle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de symptômes qu'ils n'ont pas eu le Covid. Et là, vacciner quelqu'un qui a eu le Covid sans le savoir, c'est à nouveau le mettre en danger. Parce que pour les mêmes raisons d'interférence virale, notamment, par exemple, je ne sais pas si vous avez été exposé à la tuberculose, et que vous risquez d'avoir contracté la tuberculose, on ne va surtout pas vous vacciner parce qu'on sait qu'on va faire ce phénomène d'amplification. Il y a à plus forte raison qu'on ne sait pas grand-chose sur l'immunité du Covid-19. En plus, mais de toute façon, on sait suffisamment de choses sur les virus pour avoir cette précaution qui fait qu'on ne vaccine pas quelqu'un qui a été exposé à la maladie. Donc là, à nouveau, ça c'est quand même une mise en danger de gens qui ont rien demandé à personne. Troisième niveau, là, le cours de la bourse est en train de Moderna est en train d'exploser, un laboratoire qui s'appelle Moderna. Et là, c'est très très grave parce que c'est un vaccin dont le mécanisme repose sur un flux d'informations qui ne peut pas ne pas avoir des effets sur généraux, tout un tas de choses généraux, parce que contrairement à une protéine qui va agir sur une cascade déterminée, l'ARN parce que c'est une molécule qui a de l'information, va agir sur différents niveaux, à savoir aussi bien vos gènes, votre ADN, que vos protéines, donc les fameux acteurs de tout ce que nous sommes. Et donc
donc, par ce vaccin-là, qui à nouveau, on va être dans une expérimentation qui est prévue dès le 27 juillet, si je ne m'abuse. Décidément, ce 27 juillet est une date noire. Il est une date noire parce qu'en France, les parlementaires vont discuter la deuxième lecture de la loi de bioéthique. Ouais. Et c'est d'une gravité sans précédent et bien plus grave que le Covid. Eh bien, voilà, à nouveau, je me suis perdue, mais parce qu'effectivement, ces techniques de Moderna, de vaccination, vont vous changer. C'est obligatoire, vont vous changer. Une incidence globale sur tout patrimoine génétique, finalement. Voilà, exactement, des répercussions sur ce que vous êtes. Et voilà, et le cours de la bourse de Moderna est en train de flamber. Voilà. Pour conclure, Alexandra Henrion-Caude, on a explosé le temps. Je vois qu'en régie, on me met des petites lumières rouges. On va quand même conclure. J'ai le sentiment... Qui se reflète sur votre blouse blanche. C'est ça, tout à fait. J'ai le sentiment que vous êtes assez stupéfaite par tout ce qui s'est déroulé ces derniers mois. Abasourdie et très malheureuse, abasourdie par le fait que notre élite intellectuelle mondiale ait osé si peu parler, mais je l'ai compris parce que j'ai réalisé que des collègues d'une qualité exceptionnelle étaient muselés et par le masque et par le fait qu'ils avaient des conflits d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques et que du coup, effectivement, par décence, ils ne mordent pas la main qui les nourrissent et c'est fort malheureux parce que ils sont dotés des capacités intellectuelles pour dénoncer ce que je vous dénonce d'une façon assez prosaïque et simple. En tout cas, j'ai essayé de l'être. Et catastrophé pour la suite, parce qu'effectivement, si on arrive à l'extrémité de ce qui est en train de se passer visiblement en Italie, c'est-à-dire du traitement obligatoire, on a eu le service de travail obligatoire, c'est des sombres heures quand même, et visiblement, on serait en train de discuter et même d'implémenter l'idée d'un traitement obligatoire. Et qu'on comprenne bien, le traitement obligatoire, c'est le vaccin. Voilà. Et que si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez plus le droit de probablement voyager, voter, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Parce que ça change quand même pas mal de choses. si seulement. Si seulement. Donc voilà, du coup... il y a tout cet aspect-là, et puis la néantisation complète de ce qu'est l'espèce humaine au niveau de deux richesses. La première dans le désordre, parce que c'est la plus évidente, la richesse de la communication, celle qui fait que j'ai joie de voir non seulement vos beaux yeux, mais aussi vos rictus de bouche, vos sourires, le fait que vous allez crier ou pas crier à ce que je vais dire. Et ça, c'est quand même très important, parce que quand je vous mets un masque, je vous muselle et je vous interdis finalement de voir le visage, d'interagir et du coup de discuter avec l'inconnu. C'est des rencontres que j'ai faites dans ma vie très riche, de rencontrer comme ça des inconnus avec qui même je me suis même mariée. Et heureusement qu'on n'avait pas de masque, parce que je suis pas certaine enfin, je suis certaine qu'on ne se serait pas rencontrés si on avait eu un masque. Donc ces interactions, et puis pour les petits enfants aussi, de comprendre les rictus. Et puis au niveau vital. Donc au niveau de la communication, qui finalement, et au niveau de la vie, de l'essence même de la vie, puisque on néantise toute une partie de la population qu'on va véritablement instrumentaliser à servir de bébé médicament, à servir de cobaye, visiblement. De cobaye, parce que effectivement on poursuit les expériences et on facilite la possibilité de tuer des embryons pour faire des travaux expérimentaux à 14 jours. Donc c'est passé à 21 jours, c'est repassé potentiellement à 14 jours. Est-ce que ça me rassure? Non, pas plus. Vous le savez bien, on est dans une continuité de vie qui fait que non, ça n'est pas rassurant. Et autre aspect, de mélanger, mais heureusement j'ai mes amis de défense des animaux qui hurlent, c'est les seuls,
qui hurlent sur le fait qu'on est en train de faire des chimères, enfin on est en train de légaliser, d'autoriser des chimères homme-animal et qui est encore une fois une abomination. Donc là on est sur un tapis rouge qui n'a plus du tout de limite au clonage humain. Et à tout ce qui, c'est pour cela que je parle de néantisation de l'humain dans la richesse de son altérité et dans la richesse de sa communication. Donc on a vraiment l'impression que finalement les deux sont à relier l'un avec l'autre. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce constat réjouissant, Alexandra Henrion-Caude. Merci beaucoup d'être venue nous voir à nouveau. Merci à vous.